nous aviez dit, Nona Mayer, la semaine dernière, que vous n'aviez jamais vu une présidentielle aussi incertaine. Absolument, et je persiste à le dire, parce que les derniers sondages, si on fait la moyenne des sondages, on est à 2 points d'écart. Et en fait, en 2002, on a eu des situations assez similaires, mais il y avait très très peu de personnes qui pensaient que l'extrême droite pouvait l'emporter, tandis que là, il y a un autre état d'esprit, partout, le sentiment partagé que pour la première fois peut-être, ce n'est pas impossible que Marine Le Pen arrive, dépasse Macron. Vous disiez, quand on s'est parlé, on va voir les résultats, enfin en tout cas les estimations dans quelques secondes. J'attends le signal en régie. Ah, voilà, on va pouvoir le voir. Voilà, on est apparemment sur un deuxième tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Nous ne vous donnons pas d'estimation plus précise parce que c'est assez serré selon les différents instituts de sondage. Vous savez, ici à Mediapart, on ne travaille pas directement avec les sondages. Donc là, on se base sur ce qu'on voit sur les différents médias qui, eux, travaillent directement avec les instituts de sondage. Donc nous sommes extrêmement prudents, mais en tout cas, c'est ce duo-là du deuxième tour que tous donnent, avec effectivement des chiffres assez différents. Certains placent, comme vous venez de le dire, Marine Le Pen en premier, d'autres Emmanuel Macron. Il y a des points qui sont différents, on précisera tout ça au fil de la soirée. À nouveau un second tour, Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Quelle est votre première réaction, Nona Mayer ? Que c'était attendu et que ça montre quelque chose d'un certain décalage entre l'offre politique et les attentes des Français, parce qu'on se retrouve de nouveau dans une situation où les partis de la gauche classique et les partis de la droite classique sont balayés. Ils ont maintenant, à eux deux, les socialistes et les républicains, on était dans les intentions de vote aux alentours de 11%. Et donc, on se retrouve avec le même clivage que celui de 2017, ouverture, fermeture, et c'est pas très bon pour la démocratie. Non, le problème c'est l'abstention. C'est-à-dire, moi je pense qu'il y a tout un tas d'obstacles très clairs à une victoire de Marine Le Pen, tant au niveau de la crédibilité que du sentiment encore partagé par la moitié de la population qu'elle est un danger pour la démocratie. Ce qui risque, c'est le problème du hasard en politique. Il ne faut jamais oublier le hasard. N'oubliez pas qu'en 2002, c'était à 199 000 voix près que Jospin s'est fait devancer par Jean-Marie Le Pen. Et il y a quoi ? Il doit y avoir 66 000 bureaux de vote, vous voyez, quelques dizaines de voix. Donc, c'est le hasard qui m'a fait peur. Moi, je pense que profondément, non, c'est très improbable. Mais si la gauche s'abstient massivement, si l'électorat de Marine Le Pen se mobilise, ça fait beaucoup de si. Mais c'est de là-dessus que ça va jouer. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'exclure totalement. Est-ce que, tant que vous parlez, Nona Mayer, est-ce que la réserve de voix, alors d'Éric Zemmour, qu'il va falloir étudier, on va vous montrer nos estimations dans quelques temps assez précisément, qui sont apparemment, on n'a quand même pas un score énorme pour Éric Zemmour ce soir. Est-ce que ça constitue, c'est la nouveauté de cette campagne présidentielle, le fait qu'on ait deux candidats d'extrême droite. En plus, il y a aussi Nicolas Dupont-Aignan, si on rajoute. Est-ce que ça change la donne ? Est-ce que ça fait une réservoir de voix pour Marine Le Pen ? C'est pas simplement Zemmour, c'est-à-dire on a beaucoup dit avant le premier tour que pour la première fois, si on totalisait l'ensemble des voix obtenues par les trois candidats d'extrême droite, si je rajoute Dupont-Aignan, vous aviez 34%. Ouais. Mais on n'a pas le droit de faire la somme arithmétique, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'il y a des électeurs de Zemmour qui jamais ne voteraient pour Marine Le Pen, parce que c'est la fille de Le Pen, et parce qu'un électorat plus bourgeois, plus aisé, plus conservateur ne votera jamais pour quelqu'un qui est trop social et trop moderne sur le plan des valeurs. Donc il y a quelques réserves du côté de la droite dure, du côté des Républicains, mais ça ne fait pas d'énormes réserves de voix. Et en plus, Marine Le Pen a un handicap, que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que les catégories où elle est la plus forte sont celles qui sont les plus susceptibles de s'abstenir. Donc c'est pour ça que je minimisais les chances qu'elle passe. C'est intéressant quand même, c'est que c'est une de celles qui est la plus proche de ce qu'annonçaient les sondages, 24, si on faisait la moyenne. Et c'est une vraie dynamique par rapport à 2017, c'est-à-dire elle continue, elle était à 21, donc elle est à 24. Et elle a fait une bonne campagne.
Elle a fait une campagne de proximité, à bas bruit, à bas coût aussi, parce que de toute façon les finances du parti sont à sec, mais elle a fait des tournées dans les petites villes, les villes moyennes, et elle a très bien et très habilement su utiliser la question sociale qui a priori aurait dû être la favorite, le thème favori de la gauche. Donc elle a très bien joué, et surtout ce qui est tout à fait amusant, c'est qu'à un moment on disait que c'est elle qui allait se faire bouffer par Éric Zemmour, et c'est elle qui a bouffé Éric Zemmour. Oui, donc il est à 7, elle est à 24. Ouais. Donc ça promet des règlements de compte intéressants au sein du parti par rapport à tous ceux qui ont quitté Marine Le Pen au moment où ils pensaient que c'était Éric Zemmour l'étoile montante. La guerre en Ukraine et la relation de Marine Le Pen avec Vladimir Poutine n'a pas pesé. Sa complaisance avec le régime de Poutine n'a pas pesé sur cette élection en sa défaveur. Elle a été très habile parce que d'abord elle a tout de suite condamné, elle a tout de suite dit qu'elle était prête à accepter les réfugiés et surtout elle a joué très habilement parce que elle a parlé des conséquences terrifiantes qu'auraient les sanctions économiques, pas le conflit en Ukraine, les sanctions économiques, ce qui permettait indirectement de critiquer Macron tout en chevauchant l'enjeu du pouvoir d'achat. Donc elle a très 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 bien joué. Rappelons sa proximité avec des personnalités du Kremlin. Malgré le fait que, Poutine. Elle a été reçue par Vladimir Poutine. Elle a dit elle-même qu'elle avait de l'admiration pour le leader. Elle a obtenu des prêts à l'époque d'une banque russe. Donc elle est philo-Poutine, si je puis dire. Mais elle a très bien su le faire oublier de l'électorat. Il y a également un certain nombre d'affaires qui concernent Marine Le Pen, mise en examen pour détournement de fonds publics dans l'affaire des soupçons d'emploi fictif des assistants parlementaires européens. Le RN n'est pas le seul parti, il y en a d'autres. Il n'est pas le seul, oui. Voilà. Elle fait aussi l'objet d'une enquête concernant son patrimoine. Le RN a été condamné pour recel d'abus de biens sociaux en 2020 dans l'affaire des financements de campagne. Tout ça, ça passe à l'as. Tout ça, c'est pas grave pour les électeurs du RN. Elle va vous répondre qu'il y a McKinsey de l'autre côté. Je veux dire. Et puis, les électeurs et les électrices, ce n'est pas toujours là-dessus qu'ils se décident. Vous pouvez leur dire qu'il y a des accusations de corruption. Ils vont vous dire, d'abord, il y en a d'autres qui le font. Et puis, il y a très vite les théories complotistes. On s'acharne sur nous, etc. Et puis, enfin, ils vont considérer que, ceci mis à part, c'est leur candidat ou leur candidate préférée, puisqu'ils lui font confiance et puisqu'ils sont d'accord avec ses idées. Donc il ne faut pas trop jouer là-dessus. Il faudrait peut-être dégonfler la bulle et expliquer qu'elle ne défend pas les oubliés, les petits. Elle défend les Français, oubliés, les petits. Il ne faut pas oublier que tout le programme de Marine Le Pen, il faut le voir à travers le filtre de la préférence nationale. Et que les plus pauvres, les plus malheureux, les plus défavorisés, ce n'est pas leur ensemble qu'elle défend. C'est la préférence nationale. Elle n'a pas changé là-dessus. Ça reste au cœur de son projet, ça reste au cœur de son programme politique. Et c'est ça aussi qui fait encore peur à certains électeurs. Certains votent pour elle à cause de cela. Et d'autres ne voteront jamais pour Marine Le Pen à cause de cela. Si Marine Le Pen gagnait l'élection, elle mettrait en œuvre un programme qui est contraire à la Constitution, contraire à celle de la 5e, au préambule de 1946, à la Déclaration des droits de l'homme et à la plupart des conventions européennes, puisqu'elle mettrait en place un système de préférence nationale, réserver les emplois, les logements, les aides sociales aux Français, et qu'elle mettrait en place une politique drastique, peut-être un peu moins pire que celle d'Éric Zemmour, mais pour ce qui concerne l'asile, le droit du sol, le regroupement familial, et puis un de ses premiers... les aides sociales, les aides sociales, c'est la préférence nationale ou la priorité citoyenne. Les femmes musulmanes n'auraient plus le droit de mettre un voile dans l'espace public. Enfin, il y a elle inscrirait dans la Constitution, elle ferait un référendum sur l'immigration, là il y en a plusieurs candidations là-dessus, mais pour mettre en place des mesures qui sont contraires à toutes les valeurs de la République. Là-dessus, juste l'autre idée quand même qui est importante, qu'on a pas mal rappelé ces derniers jours sur Mediapart, c'est important de le rappeler, on n'est pas les seuls. Dans son programme, il y a l'idée de créer, je cite, un bouclier constitutionnel qui établirait que la France ne serait plus soumise au droit international, et notamment européen, s'il entre en contradiction avec une constitution qui aurait été éventuellement remaniée d'une façon ou d'une autre. C'est là, vous dites, on sort du droit, du droit international, du droit européen. Oui. Et j'oublie de dire, la première chose serait d'abolir la loi Pleven et la loi Guessot, c'est-à-dire tout ce qui nous protège du racisme. Donc il faut bien réfléchir avant de mettre un bulletin dans l'urne. Je me souvenais, bon, c'est pas facile de faire face
un chiffre pareil. Je trouve qu'elle y fait face avec beaucoup de courage et beaucoup de dignité. Donc c'est déjà quelque chose. Mais j'ai quelque chose quand même qui me reste en travers de la gorge, c'est qu'elle accuse Macron d'être responsable de tout ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Mais je pense que la droite des Républicains a sa part de responsabilité, parce qu'à partir du moment où il y a eu l'apparition d'Éric Zemmour dans le débat politique, tout le monde s'est mis à courir derrière. C'est quand même Valérie Pécresse qui a utilisé dans un meeting l'expression de français de papier. C'est Valérie Pécresse qui a utilisé l'expression de grand remplacement. On a assisté à une course de tous les candidats à droite, c'est à qui aurait les mesures les plus strictes et les plus fermes à l'égard de l'immigration. Donc je pense que les Républicains ont leur part de responsabilité dans le contexte politique que nous vivons aujourd'hui. Français de papier, marqueur de l'extrême droite, expression qui est marqueur de l'extrême droite, grand remplacement, marqueur de l'extrême droite identitaire, qui, on le répète, a été revendiqué par notamment le terroriste de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Absolument. Et français de papier, ça veut dire que vous êtes naturalisé, vous n'êtes pas un vrai Français. Et grand remplacement, ça veut dire que vous avez une vision complotiste de l'histoire, avec les élites qui conspirent pour et faire venir une immigration d'Afrique du Nord, musulmane, pour submerger les vrais Français. Alors que dans le même temps, Marine Le Pen, à la fin de sa campagne, a annoncé que finalement, elle était d'accord pour renoncer à l'interdiction de la binationalité. Oui, absolument. Et elle n'a pas utilisé, elle utilise indirectement l'expression de grand remplacement. Mais elle ne l'utilise pas. Simplement, la réforme constitutionnelle qu'elle propose revient un tout petit peu au même. Parce que j'essaie de retrouver les termes qui étaient très beaux. Empêcher l'immigration de modifier la composition et l'identité du peuple français. C'est la même chose exprimée de façon Elle le dit autrement. Ça a toujours été sa position. C'est là d'ailleurs qu'elle est différente de Marion Maréchal, c'est-à-dire et de Éric Zemmour, qui eux disent la droite, toute la droite, rien que la droite. Elle, son mot d'ordre, ça a toujours été ni droite ni gauche, donc d'aller au-delà de ces clivages. Donc il n'y a rien d'inattendu dans son discours, et on peut toujours lui redire la même chose quand elle parle de rassemblement, de fraternité, de justice sociale. Oui, mais pas pour tout le monde. Donc c'est la préférence nationale qui est au cœur. Mais là, elle prend un ton calme. Elle a tiré les leçons de son débat raté du deuxième tour. Donc elle se met dans une posture présidentielle qui est celle de rassembleuse. Il faudra voir ce qui se passe entre les deux tours. Justement, dans un entretien que vous nous aviez accordé, donc là, il y a quelques jours à Mediapart, vous disiez que il fallait être vigilant, que rien n'était impossible. Elle est à nouveau qualifiée pour le second tour. C'est donc la deuxième fois qu'elle l'est. C'est la troisième fois que l'extrême droite l'est depuis 20 ans. Quel est selon vous, avec les autres, les réserves de voix et les calculs qu'on peut faire, le risque est-il réel ? Je vais redire ce que j'ai toujours dit, c'est-à-dire c'est très improbable, mais rien n'est impossible, tellement il y a une lassitude dans le corps électoral, tellement il y a des tentations d'abstention, même si on considère que Marine Le Pen, ce n'est pas du tout la candidate que je voudrais. Je dis, il va falloir remobiliser. Et les campagnes, très souvent, l'électeur ou l'électrice, ils ont une idée en tête. Mais la campagne, elle les mobilise. Elle fait passer une préférence en bulletin de vote. Donc là, il va vraiment falloir mobiliser son camp. Est-ce que c'est bien parti, comme Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur et chef de file des députés LREM, dit il y a une vraie dynamique en la faveur d'Emmanuel Macron, mais rien n'est fait. Les Français doivent choisir qui ils veulent comme chef des armées. Là, je suis assez... c'est intéressant. C'est une vision peut-être... C'est vrai que nous avons ce conflit en Ukraine, mais je trouve ça... Est-ce que ce n'est pas un lapsus ? Ou peut-être justement il veut faire référence, enfin c'est une manière de remobiliser autour de Macron pour rappeler qu'il a déjà connu lui cette situation en tant que chef d'État. Enfin voilà, c'est un peu réducteur peut-être comme fonction de chef de l'État. Certes, mais je suis pas sûre que ce soit un lapsus en tout cas. Non, c'était ironique. La présence de Marine Le Pen au second tour, y compris si même si elle ne gagnait pas cette élection présidentielle, mais si son score continue d'augmenter, quel effet ça aura sur le débat public ? Ça continue à avoir un effet sur le débat public, sur la droitisation de ce débat public ? Oui, ça veut dire qu'il y a une dynamique, ça veut dire qu'il y a une minorité, mais une minorité non négligeable d'électeurs et d'électrices qui sont sur cette ligne. Ça veut dire aussi que ce discours qui est à la fois anti-immigré et populiste
a de beaux jours devant lui. Donc c'est cela que ça veut dire. C'est pas entièrement vous êtes en train de nous dire que c'est une construction médiatique au fond, l'affrontement entre Zemmour et Marine Le Pen. C'était un peu plus que ça. Il y a eu un moment où il a vraiment fait une montée dans les sondages et où on a vu que ça a changé à partir du moment où il y a eu le doigt d'honneur face à une passante à Marseille, l'agression sauvage des militants de SOS Racisme lors du meeting à Villepinte, le faire semblant de mettre en joue les journalistes. Il y a un moment où il a éclaté en plein vol. Mais il y a eu un moment où il incarnait quelque chose, justement ce que disait Florent Goubou tout à l'heure, le ras-le-bol d'une partie de cet électorat d'extrême droite, de faire des scores mirobolants au premier tour et d'être éternellement battu au second. Et là, il sait lui-même, il a perdu. Il y a un moment où on a vu tourner et où tous les sondages qu'on peut prendre avec des pincettes, mais qu'on peut prendre quand même avec des pincettes, on a vu que Marine Le Pen avait gagné en crédibilité. Elle était à 28% de la population qui trouvait qu'elle était capable, elle avait la stature d'une présidente de la République en début de campagne, elle est à 39 maintenant, tandis que lui, il est resté à 20 et il est devenu de plus en plus antipathique, de moins en moins crédible, etc. Donc il s'est passé quelque chose entre les deux. Le résultat final, quand même, c'est qu'on a une extrême droite qui est à un niveau jamais atteint, mais je ne suis pas sûre qu'ils arrivent, ils sont eux-mêmes divisés, et ce n'est pas du tout sûr. Enfin, la gauche est divisée, la droite est divisée, et l'extrême droite est divisée. Et ce n'est pas du tout sûr, une fois de plus, que Marine Le Pen arrive à convertir cela en voix, et ça sera encore une défaite. Et là, le camp de l'extrême droite va se déchirer.